Les situations du quotidien au cours desquelles on pense quelque chose et on n'agit pas forcément dans le sens de ce que l'on pense, eh ben, ce sont des situations qui, on peut dire, qui sont en monnaie courante. Le travail que nous menons ici à Caen, en psychologie sociale, consiste effectivement à tenter de comprendre ce décalage, déjà, et à tenter de le résorber en mettant en place des leviers, des techniques un peu innovantes qui vont accompagner le changement pour amener les gens à faire des comportements plus éco-citoyens. Dans la vie, on a des habitudes, des automatismes, c'est difficile à changer et pour la plupart du temps, ces habitudes sont nécessaires au fait que l'on puisse prendre des décisions rapidement, que l'on puisse du coup pas mobiliser des ressources cognitives pour des actions qui sont faciles au quotidien. Donc c'est pour ça qu'après, pour changer ces actions, déjà il y a des freins au niveau cognitif. On sait aussi qu'ils peuvent être déterminés par certains aspects de nature aussi sociale. Ce sont des freins aussi qui montrent que le changement, il faut qu'il soit validé, quand même acté par le groupe d'appartenance. Donc pour le coup, lorsque quelqu'un a conscience que le groupe auquel il appartient se retrouve, lui, à assez facilement trier ses emballages en verre, et ben, ça va être un levier important pour l'amener, lui, derrière, à faire cet éco-geste. Il y a aussi des freins motivationnels. On travaille par exemple en psychologie sur différentes catégories de motivation. On a des motivations donc, qui sont effectivement assez financières, économiques, donc à court terme, d'accord, c'est le fait d'avoir de la récompense. On a des motivations qu'on peut appeler plus hédoniques. Là, c'est une motivation qui dit bien, qui fait qu'on va faire des comportements dans le but de gagner du bien-être. D'accord, d'être bien dans sa vie, dans son quotidien. Et après, il y a des motivations qui sont plus altruistes, plus générales. D'accord? Bon, on sait que les gens vont avoir tendance à faire passer des motivations hédoniques avant peut-être des motivations qui sont plus générales. Donc toute l'idée consiste à faire rentrer ces motivations en cohérence pour qu'on puisse faire des actions qui vont dans un sens qui va être bénéfique pour l'individu, tout en faisant en sorte de lui faire prendre conscience que ces actions aussi sont bénéfiques sur le long terme. Le terrain, quand on arrive, quand on audite, on va constater qu'il y a déjà bon nombre en fait, de dispositifs qui sont mis en place. Et la plupart du temps, ces dispositifs, ils sont assez, je vais dire, pertinents, parce que les acteurs de terrain, forcément, effectivement, connaissent le terrain, connaissent les problématiques, et donc la sensibilisation, l'éducation dans le domaine de la santé ou du développement durable, eh bien déjà sont mises en place et c'est fait. Alors nous, qu'est-ce qu'on apporte là-dedans et pourquoi est-ce que on est indispensable, ou en tout cas est-ce qu'on est complémentaire? C'est parce que tout d'abord, ces actions, elles sont faites sans être vraiment tout d'abord évaluées, c'est-à-dire qu'on va faire des actions un peu à l'intuition. Nous, c'est ce qu'on appelle un peu au doigt mouillé, en disant « je sens », et souvent les intuitions sont bonnes, d'accord, que ça peut marcher, alors j'y vais. Donc du coup, il n'y a pas de démarche systématique. Alors nous, déjà, ce qu'on apporte là-dedans, c'est d'aller mettre en place une démarche qui permet en fait de ne pas laisser de place à l'intuition, mais de mettre en place des dispositifs qui vont donc être déjà directement adaptés au manque, aux besoins qu'on va nous auditer dans cette première phase d'évaluation de pourquoi les gens font ou ne font pas. Faire appel ponctuellement à un psychologue social en se disant tiens, on a mis en place un système, alors justement un flyer, un affichage ou un type de message qui a fonctionné une fois, on se dit c'est super, du coup on va le garder et puis on va l'utiliser, le réutiliser en imaginant que les gens vont continuer à faire, à refaire, à repasser à l'action, que l'action va se pérenniser. Mais la plupart du temps, au bout de 6 mois, on nous dit qu'est-ce qui se passe, ça marche plus. Nous, on travaille sur des modèles de motivation au changement qui nous montrent que les gens ne sont pas tous motivés au même degré à changer. Il y a ceux qui, en fait, ça existe quand même, alors pas se fichent, mais en tout cas se sentent peu préoccupés par l'évolution de notre planète, le réchauffement climatique. D'accord ? Alors ça, c'est ceux qui ne sont pas motivés à changer. Ces gens-là, on va adapter, nous, des leviers, des outils, pour aller déjà les motiver, d'accord? Donc ça va être des outils un peu de prise de conscience, d'accord? Par exemple, on va avoir des rejets. Il y a d'autres personnes qui sont motivées à faire mais qui ne font pas, en disant oui, moi je sais bien sûr qu'il faudrait que j'agisse, mais j'y arrive pas dans mon quotidien, changer mes habitudes c'est dur, comment je peux faire? Donc là, ces personnes-là, on va non pas les motiver, elles sont déjà motivées, mais on va les amener à avoir l'intention d'agir qui va être découlée de cette motivation.
Une troisième catégorie, je peux dire, va être la catégorie, elle, qui est motivée qu'à l'intention, mais qui ne passe pas à l'acte, qui dit, bon, je vais le faire demain, d'accord. Ben, ces personnes-là, effectivement, il faut les amener à vraiment faire demain, avec d'autres leviers. Le psychologue qui intervient dans le cadre de l'accompagnement au changement, qu'est-ce qu'il fait? C'est une démarche qui va se dérouler je vais dire, en 3 étapes. La première étape va consister à élaborer un diagnostic sur le terrain. Ce diagnostic qui va consister à vérifier toutes les variables qui peuvent permettre de déterminer pourquoi les gens font ou ne font pas le comportement en question. Ce qu'on apporte déjà à ce stade-là, à cette étape-là en psychologie sociale, donc la valeur ajoutée, c'est de s'intéresser effectivement à des variables qui sont spécifiques à notre corps théorique, hein, si je puis dire. Donc on va s'intéresser par exemple à des variables dites motivationnelles, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens désirent et sont motivés ou pas à agir, à des variables donc individuelles qui vont être liées en fait à la perception que l'on a du comportement et à sa capacité à le faire. Donc par exemple, est-ce que je me sens en confiance pour faire ce comportement? Est-ce que je sens que je suis en capacité de le faire? D'accord? On a plutôt des catégories de déterminants également qui vont être liées à ce qu'on perçoit de ce que font les autres ou à ce qu'on perçoit de ce que les autres pensent que ce qu'on devrait faire. On va un peu repérer en termes de déterminants s'il n'y a pas des aspects qui sont en manque, en déficit chez ceux qui ne font pas par rapport à ceux qui font. D'accord? Pour pouvoir, dans une seconde phase, lorsque l'on intervient, eh bien, aller directement agir sur ces déterminants qui étaient un peu moins prégnants chez les personnes qui font pas. C'est donc bien la phase d'intervention, cette phase-là, au cours de laquelle on met en place des dispositifs alors de sensibilisation, de promotion, de communication et d'action, dans le but donc de vérifier si les gens sont en capacité d'avoir l'intention et voire de faire, d'accord, pour ceux chez qui on intervient, en gardant toujours à l'esprit que dans nos démarches de terrain, l'on tente d'avoir des groupes de personnes qu'on va garder à l'état brut. Alors ça fait un peu savant, je sais pas. Des groupes qu'on appelle, nous, contrôle, c'est-à-dire des personnes auprès desquelles on n'intervient pas, dont on va comparer le comportement auprès de personnes qui ont bénéficié d'un accompagnement au changement lié à la psychologie sociale. Et en phase 3, alors nous on reste chercheurs de terrain, eh bien on va évaluer le changement en comparant justement ces personnes auprès desquelles on place des dispositifs par rapport aux personnes auprès desquelles il y a des dispositifs, alors elles bénéficient pas de rien, elles sont dans le cadre de dispositifs classiques, donc en fait qui sont pas forcément les nôtres, mais qui sont ceux des acteurs au départ de terrain. Et nous, on ajoute des choses sur les dispositifs d'acteurs de terrain. Alors, je peux aussi donner un exemple qui est plus lié à une problématique de développement durable. Donc, les travaux que nous avons en ce moment sont en collaboration avec le CIVEDAC, qui s'occupe de la prévention et de la gestion des déchets dans la région normande, ainsi qu'avec les collègues de Biomasse Normandie, observatoire des déchets, et qui eux vont nous apporter, les collègues ingénieurs en rudologie, des indicateurs qui vont permettre de vérifier le changement de comportement au niveau du tri des emballages en verre. Donc dans cette étude, on avait pour objectif d'amener les personnes à davantage justement trier les emballages en verre, et on va reprendre dans cette étude un peu les 3 étapes que je vous ai décrites. La première étape consiste à comprendre pourquoi est-ce que les gens trient ou ne trient pas leurs emballages en verre. Alors du coup c'est pas tri ou trie pas, c'est un peu péremptoire, mais c'est plus tri plus ou moins leurs emballages en verre. Et ça dans une première phase, donc on a audité en allant voir des ménages, bon nombre de ménages dans certains quartiers de Caen, et on est allé vérifier quels étaient les déterminants de l'intention, de la plus ou moins forte intention de trier les emballages en verre. Et on a vu que ces déterminants, ils étaient différents selon le lieu d'habitation, collectif ou pavillon,
Ils étaient différents également selon les types de quartiers, qui étaient des quartiers dits de forts trieurs dans les indicateurs qu'on a par biomasse, ou des plus faibles trieurs. Et selon donc ces catégories de population après, et suivant les déterminants qu'on a observés en fonction de ces catégories de population, on intervient. On a mis en place des interventions qui vont consister tout d'abord pour certains immeubles à mettre en place un système d'affichage. Alors ce n'est pas la technique en tant que telle qui est innovante, c'est ce qu'on va nous activer et mettre en exergue dans ces affiches. Alors dans cette étude-là sur laquelle nous travaillons en ce moment, on est venu activer le fait que dans le quartier, d'accord, ou en tout cas dans des immeubles similaires de ce même quartier de Caen, eh bien les personnes ont à plus de 80% l'intention de trier leurs emballages en verre. Et alors ça, du coup, on ne l'a pas fait au hasard, c'est parce qu'en phase de diagnostic, on s'est rendu compte que les personnes qui triaient peu pensaient que autour d'elles, les personnes le faisaient peu et qu'elles n'attendaient pas d'elles qu'elles trient. Alors que chez les personnes qui trient, ces personnes-là pensent qu'on attend d'elles qu'elles trient. Donc, ce qui fait que là, quand on est intervenu, on s'est dit, ben, ce levier-là, on va l'activer, on va leur montrer, parce que c'est vrai, qu'autour d'elles, les gens pensent qu'il est bien de trier. Donc, on activa par système d'affiches, par système aussi de photos, en mettant finalement, en montrant quelqu'un qui met un emballage en verre dans une poubelle qui n'est pas destinée à ça. C'est-à-dire que là, on va du coup activer ce qu'il ne faut pas faire, en activant des émotions avec, en mettant un pictogramme qui dit vraiment, ce n'est pas bien. Donc là, on montre effectivement que socialement, on va attendre un autre geste. Voilà, donc il y a une condition comme ça où on met un système d'affichage et on compare une dernière. Alors, condition sans rien, condition affiche avec un levier essentiellement social activé. Et troisième condition dans laquelle on a l'affichage plus on ajoute un flyer qui va être posté dans les boîtes aux lettres, dans lesquelles on va donc répliquer l'affiche, plus derrière, activer nous un autre levier que l'on connaît qui est censé être efficace. C'est un levier qui permet de redonner du contrôle à la personne en facilitant le geste de tri. D'accord? Donc en lui disant voilà, déjà en le concrétisant, c'est-à-dire en disant comment on fait, on rappelle comment on fait. On va dans ces flyers tenter et en plus de montrer aux personnes qu'elles peuvent établir des plans d'action, c'est-à-dire lundi, est-ce que j'ai prévu de trier? Si oui, est-ce que je me rends pour un apport volontaire? Si je ne vais pas lundi, est-ce que je le fais mardi? Donc on met en place un système de plan d'action pour pouvoir implémenter l'intention de la personne et y aller. Donc on joue sur un levier social et là un levier plus comportemental. Et alors ce levier comportemental est censé améliorer la confiance, la capacité de faire. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, du coup, on va aller regarder, selon, pour finir, le système d'intervention, si au niveau des points d'apport volontaires, eh bien, il y a eu une différence. Est-ce que les gens se sont plus rendus pour aller trier leurs emballages en verre, donc dans ces points d'apport volontaires. Et un deuxième système consiste après à aller éventrer les poubelles pour vérifier qu'il y a moins de verre dans les poubelles des foyers. Tous ces leviers-là, on les adapte à des catégories de population, on les adapte à des contextes environnementaux, on les adapte finalement aux besoins de la personne qui va un peu nous demander d'accompagner le changement. Donc pour le coup, ces outils-là ne vont pas être forcément réplicables à chaque fois dans des contextes différents, avec différentes personnes. C'est vrai qu'on va avoir besoin de créer de l'emploi, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. On va avoir besoin de psychologues sociaux dans les organisations ou dans les communautés de communes, quoi. Depuis 2 ans, nous avons rénové un parcours de master. Ce parcours de master s'intitule Psychologie sociale de l'intervention, audit et conduite du changement. Et c'est un parcours qui a pour objectif de former donc des psychologues à effectivement conduire le changement, alors dans le domaine de la santé publique, dans le domaine du développement durable, dans le domaine des organisations et du travail, puisque je ne peux pas dire peu importe le domaine, mais en tout cas dans tous ces domaines-là, lorsque le psychologue donc social de l'intervention intervient, eh bien du coup il va avoir une démarche qui est une méthode d'intervention qui est similaire, donc qui va consister à d'abord auditer la situation, comprendre les freins et les leviers des comportements individuels et ensuite à proposer des techniques un peu innovantes qui se basent du coup sur l'accompagnement de ces comportements dans le but de les amener à changer.